Woban Hive, c'est un podcast fait par des passionnés de développement logiciel et d'intelligence artificielle. Chaque mois, on vous partage le projet sur lequel on travaille pour vous faire découvrir toute l'innovation qui se brasse chez nous. Aujourd'hui, comment passer de développeur à CEO? Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de la Woban Hive. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Je pas le choix de l'appeler spécial parce que c'est le CEO de Woban. Kevin Moore, bienvenue. Merci Hugo, merci de me recevoir. Je t'ai servi une bière, je pense pas que tu aies besoin de ça pour délier la langue, mais... Ça devrait bien aller, je suis spécial. Ouais, c'est ça. Excellent. Fait que ça faisait un bout que je voulais t'avoir dans le podcast parce que souvent on parle de Woban, de la culture, de la vision de l'entreprise, de tout ce qu'on fait. Puis je dis, il n'y a rien de mieux qu'avoir le CEO direct pour venir nous en parler. D'avoir le cheval, d'avoir la vérité de la bouche du cheval. Ouais, on exact. est là aujourd'hui, on va faire ça. On va essayer de faire de notre mieux pour que ça J'ai soit intéressant et pertinent pour tout le monde. Hein? J'ai confiance. Fait qu'aujourd'hui, moi, je voulais te proposer un peu justement de parler. Je veux parler de toi, dans le fond, ton parcours, parce que je trouve qu'il est vraiment intéressant comme parcours, hein, de passer de dev, puis toute l'histoire de l'entrepreneuriat, puis partir d'une compagnie, comment ça se passe quand on starte une compagnie. Je veux parler de Woban aussi. Ouais. Souvent, on dit Woban. Les deux vont être intrinsèquement liés. Là, c'est ça, exact. C'est juste Woban, ça veut dire quoi, Woban? C'est un peu c'est un mot, mais on va en parler aussi. Parfait. Je veux parler... J'ai la bonne réponse. Ouais, je sais que tu l'as. Je l'ai. Je veux parler de justement de la croissance de Woban. C'est quoi, qu'est-ce qu'on a fait qui est hot chez Woban? Puis je veux parler de pourquoi ça existe, la culture, nos valeurs, qu'est-ce qui a influencé un peu la culture aussi de Woban, puis vers où on s'en va. C'est quoi la vision dans le futur? Puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre, surtout avec toutes les affaires des AI qui sortent, tout ce qui impacte notre job aujourd'hui. Et demain. Et demain. Et de beaucoup. Donc, je commencerai par toi, dans le fond. De où tu viens? C'est quoi tes études? Je viens de Bellechasse. On a commencé, je viens de la campagne, le petit gars de campagne. Encore aujourd'hui, je suis encore à la campagne aujourd'hui, je pense que ça fait partie de moi. Là. On peut sortir le gars de la campagne, mais pas la campagne du gars. Là. Fait que je viens de Bellechasse, ça arrive ça de Québec. Puis j'ai fait toute mon école là-bas, puis je suis allé étudier en informatique. Quand j'ai fini le secondaire, je suis allé étudier en informatique. J'ai fait mon deck en informatique à Lévis-Lauzon. À la sortie du deck, le cégep m'a offert tu vas faire ton deuxième deck en informatique industrielle, on va te le donner en 1 an, puis on va te donner un double deck. Je me suis dit, ok, peut-être je vais faire ça, je vais y penser. Puis sur le site, pendant que je travaillais mes stages, à savoir que j'allais faire, finalement j'ai trouvé un stage en Amérique latine, au Panama. Puis j'ai dit, fuck it, je vais aller faire ça. Je suis parti à la place au Panama, j'ai dit fuck le double deck, puis je suis allé faire un projet en fait, là-bas pour la Banque mondiale de développement. OK, nice. Puis c'est eux autres au Panama qui t'avaient demandé de faire un test technique, puis c'était de bâtir un site web. Un site web, on se trouve en quelle année? Là? Je pense qu'il devait y avoir du midi là-dedans. Puis... j'ai fini en 2001. Fait que on se trouve probablement fin 2000, début 2001 quand on a fait ce test-là. Là. Fait que ça devait être responsive, puis ça devait être... non, je pense que dans mon test, j'avais du feu. J'avais du midi, j'avais des barrières de construction parce que j'avais pas fini dans le bas. J'avais mis la totale, là. C'était quand même avec le compteur de dégueulasse. Oui, t'avais tout. T'avais tout ce que tu pouvais mettre à l'époque, là, il était dedans, là. Des grosses années de Netscape et autres, là. Fait qu'on était là-dedans, mais en même temps, Internet à l'époque, c'était ça, là. On sortait, tu sais, Windows 95 avait sorti, on commençait l'Internet, la base de JavaScript, tu avais du VBScript aussi à l'époque. Ouais. C'était un peu le Far West, hein, good old time, là. CSS, ça commençait à peine, même pas. C'était des bons vieux HTML tables, puis tu t'organisais avec ça. T'étais-tu sur un MIRC? On parlait pas de Slack. Ouais, t'avais MIRC, plus tard, t'as eu Messenger, mais dans ces années-là, c'était MIRC que t'allais jouer dessus, là. Ah, clairement. Fait que c'était pas beau, mais ça a marché. Parce que j'ai eu la job. Fait que, connaissais-tu l'espagnol quand t'es non, en fait, j'ai fait mon test, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit c'est beau, on me prend, t'arrives, mettons, je sais pas, le 20 juin, je pense, après le cégep. À peu près le 20 juin, on dit tu commences au Panama, puis là, on était avril, quelque chose du genre. Je sors de ma chambre, je m'en vais au Panama. Parce que la dernière année, 2 années, première année de cégep, j'étais en appart, puis la dernière année, j'étais revenu chez ma mère, parce qu'après ça, je dis on va finir, puis je vais aller ailleurs. Puis là, je suis sorti, je m'en vais au Panama. Elle dit quoi? Je m'en vais au Panama. Je passe 6 mois. Bye. Je pars dans 2 semaines. Elle dit,
Fait que là... On voit déjà un peu le tempérament que t'avais, là. Ouais, c'est ça. Elle dit, ben, tu parles pas espagnol? Je dis, ben non, je vais l'apprendre. Ah. Fait qu'on... Il faut que je prenne des rendez-vous de vaccins, parce qu'il y avait plein de vaccins à prendre pour aller là-bas. J'ai pris un cours accéléré d'espagnol en deux semaines, à peu près. J'étais allé rester chez ma tante qui restait à Montréal. J'ai fait mes vaccins, j'ai pris des cours. J'ai embarqué dans l'avion, je suis parti. J'étais arrivé là-bas, je connaissais pas un chat. Le gars que j'allais rencontrer là-bas, j'avais jamais vu de ma vie. Il n'y avait pas de Teams dans le temps. C'est ça. C'était par email. Ça aurait pas été un méchant scam d'arriver là-bas puis il n'y avait rien. Là. Ouais, je vois. J'étais arrivé là-bas. Il y avait quelqu'un qui m'attendait à l'aéroport. Mon nom, un taxi. Je me suis assis dans le taxi. Le gars, il dit, lève la couverte en arrière de toi. Je lève la couverte. Une petite bière frette. Prends une petite bière. Ça commence pas. Je suis bien fait d'en recevoir. Là. J'arrive là-bas. Puis ils m'ont emmené jusqu'au centre-ville là, de Panama City. Puis... j'avais ma chambre, mon appart était là, fait que j'avais tout ce qu'il avait dit. Fait que ça. Comme c'est malade. C'était quand même un bold move à l'époque. Ouais, vraiment. Aujourd'hui, mettons, ma fille ferait ça, puis on n'aurait pas d'internet, t'aurais pas de FaceTime, t'aurais rien, là. Je serais peut-être un peu plus stressé. mettons, que moi je l'étais moi-même à l'époque. Là. Ah, clairement. Une fois que t'es reparti du Panama, tu sais, ça a été quoi tes expériences de travail après? Ouais, ben c'est drôle, t'as une anecdote quand je suis parti du Panama. L'internet était tellement mauvais qu'il fallait que je ramène. Tu sais, le projet qu'on faisait là-bas, c'est... Faut comprendre le Panama, là. Panama, c'était sous tutelle / contrôle américain pendant bien des années. C'est encore la monnaie américaine, je pense, au Panama? Ils ont les deux. Okay. Mais oui, pendant un bon bout, t'as plein de gated community qui sont américains. Puis toutes les universités étaient américaines. Fait que, on parle qu'on est en 2001. Là. Là, je pense que les Américains sont sortis de là en 99. Fait qu'on était juste sur la transition. Ouais. Fait que moi, quand j'étais allé là-bas, tu payais en américain puis c'était de l'américain, mais tu voyais qu'il y avait de la monnaie locale qui circulait, mais peu de personnes l'utilisaient. Ouais. Puis quand on est venu pour... c'est ça, mon mandat là-bas, ma job, c'était de créer un peu comme un site pour recenser tous les finissants de l'université, un peu comme le ministère de l'Éducation. Là. Okay. Ils savaient pas qui graduait des universités panaméennes, dans le fond. Chaque université, c'était comme le modèle des universités américaines. Chaque université avait ses diplômés, puis that's it. Ouais. Mais les autres, ils voulaient avoir un registre de, OK, mais on en diplôme combien de monde, dans quel secteur, Fait que notre job, c'était de monter ce site-là. Fait qu'on a fait ça. Puis quand on est revenu, on avait quand même beaucoup de données. Mais là, c'était impossible d'uploader des données sur Internet. Parce qu'on avait été voir chacune des universités, on avait toutes les données d'un point de vue sur des disques durs, puis c'était même pas des grosses clés USB dans le temps, c'était des disques durs physiques. Là. C'est ça, t'as une clé USB de 12 MB. C'est ça. Quand je suis parti, là, j'avais 3-4 gros disques durs dans ma valise. Ouais. Puis quand je suis revenu en octobre 2011. 2001, excuse. Ouais, un moment spécial. Genre un mois après les attentats, justement. Ouais. Puis j'ai passé à New York. Fait que avec des disques durs. Avec des disques durs, mais ils ont vidé nos valises, mais ils faisaient ça avec tout le monde. Fait que tu sais, à un moment donné, t'embarques, puis tu suis, puis tu t'obliges, puis tu fais ce que t'as à faire. Ouais. Puis pas poser de plus de questions, ça a super bien été, j'ai transité. Quand je suis arrivé à Montréal, la douanière voulait que je fasse, elle me dit, ben là, t'as des disques durs. Je dis, ben oui. Elle dit, ben fais-moi le marcher. Ben, je dis, ben t'as-tu un ordinateur? Elle dit, non, mais je veux que tu les fasses marcher, sinon je les garde. J'ai toutes les données des finissants panaméens. Je dis, c'est pas vrai que tu vas les garder, là. Ouais. Fait que là, elle dit, ben, il faut que tu le fasses marcher. Fait que là, j'ai eu la brillante idée de prendre le disque dur sur la table et de faire tout, comme un petit bonhomme qui marche, mais elle l'a pas trouvé drôle. Fait qu'elle a fait venir son collègue. Ouais. Puis là, son collègue avait un peu plus de bon sens. Fait que lui, il a regardé. J'ai dit, regarde-les, rouvre-les, collecte-les un ordinateur si tu veux. Là, il a regardé comme il faut. Il a dit, c'est des disques durs, il n'y a rien là-dedans. C'est correct, tu peux passer avec. Puis là, l'autre est tabac. Ouais. Nan. C'est quand même drôle que ça a été pire à Montréal qu'à New York. Ça a été pire à Montréal qu'à New York. Ils ont été frappés, puis j'ai passé directement à New York. Fait que mais bon, tous les aéroports, je pense que c'était un peu frileux à l'époque. Fait qu'ils ont pas pris de chance. Puis quand je suis revenu du Panama, j'ai parti ma première business, qui était comme Vouban, qui s'appelait Eclipse Technologies. Fait qu'on parle c'est ça, automne 2001, à peu près. Parti ça sur la Rive-Sud, Saint-Jean-Chrysostome, on avait eu un contact, le monsieur c'était un médecin, il y avait des bureaux. On avait des bureaux, là, peut-être le tiers des bureaux ici. OK, quand même. Avec des tables pis tout. Ça nous coûtait rien, là. Ça nous coûtait genre 200$ par mois pour ce local-là. Okay. On n'avait pas de monde. On avait des grands bureaux, mais on était deux. Fait qu'on n'avait pas de monde à mettre là-dedans. Fait qu'on s'est parti à notre compte, mais tu sais, on était jeunes, on savait pas ce qu'on faisait, comment ça valait. Ouais. On savait pas comment vendre, puis à quel prix le vendre, puis tu sais, on a fait un logiciel un peu comme Maître D, là. Ouais. On a passé je sais pas combien de temps là-dessus, je pense qu'on a chargé 5000$. OK. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Hein. Puis là, en plus, il nous a rappelé, mais là, telle affaire, j'ai pas tel rapport, puis on a OK, bon, on va le faire, puis on va le faire. Puis là, on va essayer d'en vendre d'autres. Mais tu sais, on était pas bon là-dedans. Après ça, on a fait un pour les ventes d'auto usagées.
Fait que ça faisait tout ton inventaire, les impressions des fiches dans les fenêtres de garage, puis tout ça. Puis même affaire, genre 5-6 000 pièces. Après ça, on a eu... Pour combien de temps de travail, des mois à 2 personnes. Okay, ça a juste pas de bon sens. Je pense que mon rapport d'impôt de cette année-là, 2002, mettons, là, je pense que mon rapport d'impôt, c'était genre 3800 pièces. Mais là, tu dis, ben, on part, on a des contrats, puis en plus, ça coûtait pas cher avec les locaux, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Mais on l'a essayé. Je pense que c'est ça c'est quand même formateur. Ça nous a permis de se casser les dents un peu là-dedans. On a eu une belle opportunité à un moment donné avec l'ADQ, qui était l'anciennement, la CAQ aujourd'hui, mais anciennement l'ADQ. Puis dans le temps où il commençait à avoir un petit peu de traction pour se faire élire. Fait qu'on avait fait un logiciel de gestion des élections. La manière que ça marche, c'est que quand tu vas voter, t'as toujours une table qui te demande ton nom. Puis t'as du monde des partis qui sont là avec des feuilles de papier puis qui cochent. Ouais. Hugo Lemieux-Fournier, il est venu cocher. Fait qu'après ça, il y a des runners qui passent, prennent les pattes de papier, ils regardent qui est venu voter. Puis là, après ça, ils comptabilisent ça. Fait que quand ils font du porte-à-porte d'un mois avant les élections, ils passent chez vous. Hey, bonjour, monsieur Fournier, je suis je sais pas qui, de Québec solidaire. C'est quoi les chances que vous votiez pour moi? Puis là, en fonction de ta réponse, ben là, ils vont dire, bon, OK, c'est 0, il n'y a aucune chance que ce gars-là vote pour moi. Ou pour faire des statistiques. Ou c'est le candidat lui-même. Fait que tu sais, 0, c'est je voterai pas pour toi, puis 1, c'est moi, je vais voter pour moi. Ouais, puis là, il te donne une note entre 0 et 1 pour dire, bah, lui, je pense qu'il est 0.5, puis il peut virer d'un bord ou de l'autre. Ou lui, non, il m'a dit que c'est un libéral sûr, c'est 0.3. Puis le conservateur, l'autre bord, il va mettre, c'est 0.1. Fait qu'il additionne tout ça. À un moment donné, on regardait tout ça dans une base de données, toutes les visites qu'il avait faites en amont. Puis le jour de l'élection, ben là, quand les runners passaient, nous autres, à côté de chaque nom, on avait mis un code barre. Fait que quand le monde arrivait au siège social du bureau d'élection, on avait un lecteur de code barre, ça faisait tit, 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 on scannait tous les noms. Puis on savait que cette personne avait été votée. Fait qu'on additionnait son score. Fait qu'on venait prédire l'élection en temps réel. Puis on voyait qui avait pas été voté. Fait que là, on se disait, OK, tout ce monde-là, on dit qu'ils voteraient pour nous autres, ils sont pas venus voter. Fait qu'on va les appeler. Okay, on va envoyer un taxi. On va envoyer un autobus. Fait qu'il y a quand même un monde en arrière des élections qu'on voit pas souvent. Quand même. Fait qu'on a fait ça. Pas douté. Fait que nous autres, pendant qu'on était en train de développer ça, il y a eu une élection partielle au Lac-Saint-Jean. Puis il y a un compétiteur là-bas qui avait fait une solution en Fox Pro. Back in the days. Hein. Vieille patente là, de Microsoft. Ça n'existe plus aujourd'hui, c'est pas pour rien. Ouais, tu m'étonnes. Puis nous autres, le nôtre, à l'époque, c'était fait en quoi, nous autres? C'était fait en VB6. Je pense à l'époque, c'était tellement... Ben, tu sais, .NET t'es pas sorti encore. C'est pré-2003. Fait que on a fait ça, je pense, en VB6. Hein. Mais lui, c'était en Fox Pro. Puis ils ont gagné... Ça a donné qu'ils ont gagné leur élection partielle au Lac-Saint-Jean. Fait qu'ils ont redonné un retour d'ascenseur quand les élections sont venues. Nous autres, on a négocié jusqu'à la fin. On a rencontré Mario Dumont. On a rencontré plein de monde pour dire « Hey, prenez notre solution. Vous avez 100 quelques circonscriptions. » On mettait l'ordi avec ça, puis tout. Puis c'était comme 1,5 million le deal. On était là, on va voir ça va être riche, ça va être malade. Living the dream. Puis finalement, on s'est ramassé à pas avoir le deal provincial. On en a vendu, je pense, 7-8 dans la région de Québec. Le jour de l'élection est arrivé. La DQ s'est fait ramasser partout, sauf dans la région de Québec. Puis là, ben, nous autres, on avait vendu pour 34 000 $, on travaillait comme des fous là-dessus. Ouais. Fait que là, après ça, on s'est dit, bon, tu sais, finalement, c'est pas payant notre affaire, là. Après, cet échec-là. C'est pas un échec, mais c'est un apprentissage. Ouais, ben, je vais y revenir plus tard de ce concept-là. De ça, mais on a appris là-dedans, puis on s'est dit, bon, OK, on est peut-être rendu ailleurs. Ça fait 2-3 qu'on fait, puis c'est pas tant payant. Fait que on est prêt à passer à d'autres choses. Fait qu'on a vendu la business à, comment ça s'appelait? Mopass Système d'information. C'est une autre petite boîte de peut-être une dizaine de développeurs. Je pense qu'on a vendu ça 25 000 $. Bon, quand même. Oui, mais il y avait le logiciel d'élection, parce qu'ils ont essayé de leur vendre, parce que l'IP était 100% nous autres. Fait que là, on a essayé de leur vendre après ça au Parti libéral et à d'autres par la suite. Mais on a vendu ça 25 000 $, on est allé travailler là, fait que je me suis ramassé je reste à Rive-Sud, je travaille dans Saint-Roch en arrière du Ashton, dans le Mail Saint-Roch avec du monde un peu fucké. Fait que j'ai fait ça. Ben, à l'époque, le Mail Saint-Roch, quand il était couvert, c'était pas, c'était pas tout le temps clean. J'ai fait ça longtemps, le traverse bateau, marcher, promener. Traverse bateau, mais t'habitais où à Lévis? J'habitais à Pintante, là. Ok, c'était un bon bout, là, de Pintante jusqu'à l'époque. Je prenais mon char jusqu'à la traverse, parquer, prendre le bateau, l'hiver, tu te fais entraîner par les glaces, t'es rendu à l'île d'Orléans. L'été, tu te pognes un retour au capitaine. Mais l'été, c'était quand même le fun, là. C'est un beau spot, mais c'est quand même, tu sais, marcher de la traverse jusqu'au Ashton, c'est vraiment une des bonnes marches. Quand il mouille, c'est tannant, mais bref, on a fait ça pendant un bout, puis après ça, cette compagnie-là s'est fait acheter par Groupe Conseil Omnitech, qui était, comment je dirais, quoi ça pourrait ressembler? Ça ressemblait un peu à...
il achetait plein de petites compagnies, puis il essayait de faire un IPO après, grosso modo. Ok. Là. Fait qu'on s'est fait acheter, nous autres, on s'est fait acheter par Maupass. Maupass, ça s'est fait acheter par Groupe Conseil peut-être 1 an après, pas tout à fait, 9-10 mois après. Puis là, les bureaux de GCO étaient dans le nord de Charlebourg. Fait que là, juste encore, ça arrive sud. Les bureaux dans là, ça commençait à être loin, c'est un Jésus-Christ de temps. Fait que là, grosso modo, à un moment donné, j'ai dit, de la merde. Je vais aller travailler, je vais essayer d'aller travailler ailleurs. Puis finalement, j'ai rentré chez DMR, qui est Fujitsu maintenant, mais chez DMR. Puis dans le temps, les jeunes n'ont pas vécu ça encore, là. C'est une bonne récession, là, mais moi, quand j'ai fini en 2001, là, quand tu trouvais une job, t'étais content, puis t'étais content de la garder. T'as eu la bulle informatique, là, juste après, on a pogné. C'était après 2000, c'est encore fort, parce que là, c'est le bug en 2000. Puis le 2001, quand on a fini, là, les bugs étaient finis de passer, puis là, c'était le dot-com bubble a pété. C'était quand même tough, puis quand t'avais ta job, t'étais content d'avoir ta job. Là. Ouais, puis je sais pas quand t'étais payé de l'heure, mettons par année. Mon salaire d'entrée, mon entry level salary, c'était 32 000, je pense, quand j'ai rentré, mettons, avec 2-3 ans d'expérience, mettons. Ouais. Et si tu compares ça aujourd'hui avec quelqu'un qui a 2-3 ans d'expérience, on est ailleurs quand même. Ben, c'est le double. On est plus que le double, le salaire d'entrée chez Vouban. Ouais. Fait que, en partant. En partant, là. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'avais de l'expérience en plus. Ouais. Fait que non, ça a été quand même, c'est ça. Ben, c'est formateur, tu sais. Je pense qu'on l'a vécu, de recevoir plein de CV, là, de l'autre bord, là. Tu sais, c'est un de nos employés ici, c'est une histoire qui est drôle, c'est que c'est Golden, là, Éric Doré. Ça fait quoi, Eric? Ça doit faire pas loin d'une dizaine d'années qu'il est chez Vouban. Ouais. Mais à l'époque, c'est lui qui regardait les CV chez DMR dans le secteur de la défense, justement, pour voir qui il rajouterait dans l'équipe. Puis il avait pris mon CV, il avait regardé ça, Kevin Moore, puis sur mon CV, j'avais pas écrit que je parlais français, j'avais écrit langue parlée anglais. Mais tout mon CV était en français. Fait dans ma tête, je sais, mais dans ma tête, c'était clair que je parlais français, j'étais à Québec, mon CV est en français, dans ma tête, c'était clair. Mais lui, il a regardé ça, il a dit, c'est dans l'anglo, il a pitché mon CV dans la poubelle. Fait que ça, il a resté de même, il a fait toutes les autres, ils ont regardé les autres. Finalement, il m'a allé chercher le CV du gars dans la poubelle. Il m'a regardé ça, puis ils m'ont appelé, puis ils m'ont pris. Finalement, aujourd'hui, c'est toi qui l'as engagé. Finalement, c'est moi qui l'ai engagé, quoi, une couple d'années après. Là, peut-être c'est quoi ça doit être 2003. Fait que Golden, on a dû l'engager en 2013. Une dizaine d'années après, c'était à mon tour d'aller le rechercher chez DMR et de l'engager. Ouais. Fait que dans le fond, t'es resté à DMR et Fujitsu jusqu'à temps que vous partiez. Non, j'ai fait 7 ans peut-être, 7 ans peut-être chez DMR, mais juste en défense, principalement, fait qu'à gérer des gros projets dans le militaire. Là, ça se passait comment la défense, tous les codes de sécurité, ces affaires-là, ça doit être... Quand t'es clean, c'est pas dangereux. Tu m'étonnes. Ça change rien au quotidien, là. C'est juste qu'il va juste t'assurer que t'es clean puis tu vendras pas d'informations, grosso modo. C'est juste que tu travailles sur des affaires qui sont quand même... La majorité du temps, quand c'est des données de test, tu vois rien. Fait qu'à moins que tu aies besoin d'aller à quelque part débugger quelque chose, là, ça se peut que tu arrives à une place avec un gun puis que le gars, il dit « Regarde pas cet écran-là. » Tu dis « Regarde pas cet écran-là. » Puis that's it. Je comprends. Mais tu vois, peut-être le gars avec un gun qui est à côté de toi et tu dis « Je regarderai pas cet écran-là. » C'est un bon motivateur. C'est ça. Fait que tu fais le saut. Fait que... Ben, c'est parce que je veux mettre un peu l'emphase là-dessus parce que je pense que ça a influencé un peu justement par la suite quand tu fondes Vouban, le choix des noms, puis même si on est dans la pièce ici, ça s'appelle la forteresse. Ouais. Mais en fait, le nom Vouban vient de là. Fait que, on a fait ce parcours-là pendant une couple d'années, puis après ça, on a commencé à partir justement l'idée de Vouban sur le site. Là. Donc, il y a eu un autre petit interlude, mais pas majeur. Là, fait que... C'est une idée que tu as eue avec des gens qui sont ici encore aujourd'hui, qui étaient chez DMR. Non, mais ils sont plus là aujourd'hui. C'est une idée que j'ai eue avec à l'époque. Quand on est jusqu'en 2010, 9-10, on était chez DMR. Puis à un moment donné, c'était la période des évaluations, des augmentations. Puis tu sais, de manière que ça marchait chez DMR, tu avais des niveaux là, de C1 à conseiller 1 à conseiller 7, puis directeur 1 à directeur 7. Puis là, ça a donné que moi, dans mon rôle, tu sais, j'étais quand même jeune, là. On enlève-moi 10 ans, là. Fait que plus que 10 ans, 10-15 ans. Là. Fait que 26, 27, 28 ans, mettons. Puis j'avais repris le projet. Il m'avait donné le projet, c'était des directeurs qui étaient sur ce projet-là. C'était un projet pan-canadien avec General Dynamics, Thales, c'est nous autres qui drivaient le bal. Puis personne n'était capable de soutenir le heat puis le pace de ce projet-là. Fait que là, il m'avait mis dans cette chaise-là, puis on s'est pensé était capable de le faire. Fait que tu sais, je l'ai fait pendant 2-3 ans. Puis par année, je me ramassais 10 semaines de temps supplémentaire. Là. Puis... Qui te repayait pas? Ben, qui me repayait pas, parce qu'à un moment donné, quand t'atteins un certain montant, avancer de le payer, puis quand t'atteignais un salaire X, tu le payais pas. Fait que là, c'est là, j'arrivais à mon année où
j'allais passer le 60 000 de salaire. Puis quand t'avais 60 000 de salaire, tu payais plus ton overtime. OK. Fait que là, j'arrive, je gagne genre 56 000 j'ai fait 10 semaines de tâches supplémentaires, je drive un projet qu'un directeur drive d'habitude. Ouais. Puis là, elle me dit, hey, c'est bon, on te donne 10%. Tu sais, c'est rare qu'on donne 10%, on n'en donne jamais 10%. Ouais. On t'offre 61 000. Là, tu perds tout ton over, tu perds toutes tes affaires. Fait que là, ça donne absolument rien, dans le fond. Fait que là, j'étais là, ça fait un bout que tu te donnes. Ils m'ont quand même donné des chances. Ils m'ont donné des breakthroughs sur ce projet-là que j'aurais jamais pu avoir. Tu sais, j'ai parlé à la directrice de ressources humaines, j'ai dit, je te demande pas de me donner la lune. J'ai un autre offre ailleurs. Voici. Ouais. Mais si tu me donnes même moins que ça, je vais rester parce que tu me donnes des bons breaks, je suis bien encadré, je peux grandir dans ma carrière, ça va me faire plaisir de rester. Fait que là, elle check ça, elle dit, ouais, non, on peut pas. Fait que ça reste bien. Fait que moi, je fais mes affaires. Vendredi, j'accepte à l'autre place. Je vais signer. À l'époque, il fallait aller en char signer. Je vais signer. Je reviens, j'envoie ma lettre de démission. Voici dans la malle la lettre de démission. Le lundi matin, quand j'arrive à 6h, 6h30 au bureau. Il y a déjà un message sur ma boîte vocale. Ouais, Kevin, aimerais-tu me voir? Je voudrais te parler. Là, j'arrive, elle dit, ah ouais, mais là, on va te l'offrir finalement, ce qu'on avait dit. Fait que là, j'ai dit, ben, trop tard, j'ai démissionné. Elle dit, démissionné. Elle dit, oui, tu l'as vu, ma lettre? Elle dit, ben oui, mais on pensait pas que tu le ferais pour vrai. Je dis, ben, j'en reviens pas, là. Je suis désolé, là. Je t'ai donné la chance, je t'ai laissé une place. Puis, finalement, ça a fait que je suis parti de DMR, puis je suis allé à l'autre place où je suis allé travailler. Puis là, ça a duré à peu près 8-9 mois. On était supposé développer un nouveau produit, partir de quoi? Puis je suis parti avec Martin Anglais. Ouais. Fait que moi, je suis parti, puis après ça, pas longtemps après, Martin de DMR est venu me rejoindre. Puis là, on était en train de bâtir une plateforme pour aller chercher d'autres développeurs. Fait que là, on avait commencé à approcher Marc, Steve, David, toute notre gang de la défense qui sont ici aujourd'hui. Ouais. Puis on dit, OK, on est prêts, êtes-vous prêts, les gars? Ouais, on est prêts. OK, fait que là, on était là, ben OK, on est prêts à engager nos développeurs. Pouvez-vous les engager? Ah ouais, on va les engager, ce sera pas long. Puis on va les engager, ce sera pas long. On va les engager, ce sera pas long. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'ils n'ont pas d'argent. Ouais. Fait que là, tu te dis, bon, OK, l'idée a commencé à germer de dire, ben, on va se faire une business nous autres mêmes, puis tant qu'à ça. On va faire de quoi qui marche, puis on va aller chercher le monde avec qui on veut, puis qu'on a aimé travailler, puis on va créer de quoi qui est vraiment le fun, puis qui est vraiment différent. On a fait plein d'affaires de fun à la défense. Puis dans le marché, tu sais, du gouvernement du Québec, c'est beaucoup gouvernemental aussi vers les années. On se dit, c'est sûr qu'il y a une place à prendre dans le marché avec des solutions qui sont vraiment pétées, puis qui sont vraiment le fun. Fait qu'on s'est mis à jaser nos soirs, prendre une coupe de bière, jaser. Ça a duré 9-10 mois peut-être, là. Jaser par nos soirs, comment on ferait ça, c'est quoi la meilleure formule, comment on fait pour financer ça, partir ça. On avait même, au début, on avait même une troisième personne qu'on avait regardé voir si elle venait pas avec nous autres. Un moment donné, elle a choqué, elle a dit, ah non, moi, si je me pars de quoi, je vais partir de quoi avec ma blonde. Fait que cette personne-là, m'en est partie. Puis ça a resté que là, finalement, moi et Martin, on a continué. On a pushé through. Puis quand il est venu le temps de trouver le nom de la compagnie, Vuban, puis on va chercher, on s'est dit, OK, comment on appelle ça? C'est bien beau, mais créer des compagnies au Québec, un, faut que c'est un nom français, deux, qui est pas pris, trois, fait que t'es mieux avec un nom qui veut... Ben là, on cherchait, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire qui est significatif? Puis là, on s'est dit, ben, regarde, on a tout travaillé à la défense, on a adoré faire des affaires complexes. Fait que y a-tu quelque chose qui touche au volet défense, qui touche à la ville de Québec, tu sais, notre appartenance, on travaillait ici. Puis on a sollicité là tous les gars qu'on voulait qu'ils viennent travailler avec nous autres. On avait fait des soupers, avant que Vuban existe, on a fait des soupers avec Steve, David, toute cette gang-là, Marc, Jérôme, juste pour brainstormer puis voir comment on montrait ça. Ça, c'est tous ceux qui sont encore ici. Ouais, tous les originals, qu'on appelle les originals. Ouais, ils étaient là même avant la création, puis on avait brainstormé avec eux autres. Puis à un moment donné, Marc avait eu une idée, il avait dit, on pourrait appeler ça Mortello. Ouais, d'où la salle à l'entrée. Puis là, on a commencé à regarder ça, en disant, Mortello, OK, c'est pris. Fait que là, on s'est dit, ouais, c'est pas fou, Mortello, les fortifications sur les plaines, ça vient aussi chercher notre passé défense, parce qu'on est une gang de la défense. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Puis là, on s'est mis à brainstormer là-dessus. Jusqu'à temps qu'on s'est dit, Citadelle, c'était pris. OK. Fait que là, un jour, on a trouvé, Vauban, Sébastien Lepestre de Vauban, qui est l'architecte de la Citadelle de Québec. On s'est dit, OK, on a fait de l'architecture de système en masse, fait qu'on, ça vient architecte, défense, Québec. Fait que là, on a dit, Vauban, c'est pas pire. Puis on a cherché. Vauban, c'était pris. Firme d'architecture. On a fait, bon, OK, notre chien est mort. Fait que là, on s'est dit, on va mettre ça un peu plus le fun. C'est ça, on a mis deux hauts. Puis on s'est dit, ça sonne bien, mais on va mettre ça de même. Pire, quand ton brand n'est pas connu, c'est la pire décision ever. Personne n'est capable de le prononcer. Personne ne sait c'est quoi. Chaque fois que tu appelles, tu dis Vuban. Personne ne sait comment le dire. Ouais, c'est sûr que si tu avais appelé ça informatique 3000 ou tu sais. C'est n'importe quoi qui est un mot que quelqu'un est capable de lire. Là. Fait que là, le monde n'était pas capable de le dire. Fait que
partout. Ça a amené on a plein d'anecdotes drôles. Là. Maintenant, on avait gagné au Pléiade avec... Ouais, je me souviens de ça. T'étais là? T'étais-tu là avec Bold Barn? Ouais, t'étais-tu là? Non, j'étais Ok. pas ça là. Ben, je travaillais ici, mais j'étais Ouais, pas t'étais là. pas à ce soir-là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Maintenant, on avait gagné le prix d'entreprise de l'année. Je sais pas trop, là. Performant de l'année. Puis là, tu sais, ça parle, ça jase, du monde a pris un verre un peu, puis là, ils annoncent le gagnant. Ils ont dit, bon, l'entreprise gagnante, c'est vous, band. On a dit, yeah, c'est ça. Pendant qu'on se prépare, on se tape dans les mains, on prépare à aller sur la scène pour faire notre discours. Mais là, on arrive en avant, il y a déjà un gars qui est sur la scène puis qui fait son discours. Fait que là, moi, j'arrive en avant, j'ai dit, ben, c'est nous autres qui a gagné. Ben, non, c'est pas vous autres, c'est lui, regarde, il parle. Je fais, ouais, mais lui, c'est pas vous, band. Fait que là, il dit, ben oui, c'est vous, band. Je dis, ben non. Fait que là, ils vont voir le gars, il dit, excuse, parce que, puis dans le micro, comme là, il dit, tout le monde entend dans la salle, il y a genre 1000 personnes, dit, excuse, c'est parce que t'as pas gagné. C'est pas toi. Fait que là, le gars, il se retourne à sa table, il avait pas gagné. Fait que bref, quand un nom est pas connu ou il est difficile à prononcer puis qu'il est pas encore hyper visible comme brand, c'est tough. Une fois qu'il est connu, ben, il devient différenciateur, puis à un moment donné, tout le monde le connaît, puis là, ça devient cool parce que il y a rien qui ressemble. Il y a rien qui ressemble à ça, mais je pense que les 7, 8, 10 premières années, là, c'est inventer un nom, c'est tough. Ou un nom qui se prononce mal, en plus, là. Ouais, c'est ça. C'est pas genre... Vouban, c'est parce que là, on est habitué avec Google, puis là, puis nous autres, on est habitué avec Vouban, parce que ça fait tellement d'années qu'on le dit, mais... Demande à ta mère comment elle le dirait si elle l'aurait jamais entendu, là. Non, c'est Vauban. Ben, justement, quand t'avais essayé... C'est-tu quand tu l'avais incorporé, que tu t'ostinais avec la personne, elle dit, c'est un mot anglophone. Ils ont rajouté notre nom au départ, puis on a dit, vous avez pas le droit, c'est un mot anglophone. Fait que là, notre avocat a juste répondu, parfait, on aimerait ça avoir la définition du mot Vauban dans toutes les langues traduites. Puis on a reçu une lettre qui dit, merci, votre nom est approuvé. Ouais, finalement. Mais tu sais, la madame, elle savait pas, ben, c'est ça, ça ressemble en anglais, 2 O. Ouais. Fait que c'est de là que ça vient. Fait que ça vient de Sébastien Lépès de Vauban qu'on a twisté puis qui vient s'attacher avec notre passé de défense puis militaire. Puis même notre premier logo. Tu sais, aujourd'hui, le logo, ça paraît pas, mais notre premier logo, il était plus lettre, oui, mais deux... Il était vert aussi. Il était vert. Mais il y a tout un concept derrière. On se rappelle, on a commencé à travailler ce logo-là en 2010. Fait que c'est sûr que ça fait 14 ans. Il était même plus teal que vert, là, quand tu regardais les vraies cartes, le vrai code graphique. C'est juste que ces murs, mettons, dans un bureau, teal, c'était aussi suicidaire que le vert qu'on avait. C'était pas mieux. Mais le logo, il y avait un V, puis il y avait un cercle, un triangle, puis une clé dessus. Puis quand tu reliais le cercle, le triangle, puis la clé, avec le V en dessous, ça faisait la forme de la citadelle de Québec. Fait que dans le design, on venait aussi attacher le volet citadelle, Vauban. Fait que tout notre branding était hyper attaché par rapport à ça. Avec les années, ben là, on a épuré, on a commencé à enlever ces logos-là parce que c'était pas mettable sur du gear. Ouais, c'est ça, tu voulais broder ça marchait pas. Tu voulais imprimer ça, c'était pas super. Fait qu'on a commencé à épurer ça. Après ça, on a gardé juste le V. Après ça, on a changé un peu le V pour le mettre tout solide. Fait qu'avec les années, ça a évolué beaucoup jusqu'à temps qu'on fasse notre rebranding bleu. Que là, on l'a vraiment rapetissé. Puis il ressemble plus à un avion maintenant. Ou un oiseau, un avion. Fait que c'est de là que ça... On l'a-tu là-dedans? Ouais, il est là. Exact. Fait que c'est de là que ça vient, Vauban. Puis, tu sais, ça fait combien de temps que ça existe? C'est en 2010? On a incorporé en février 2011. Fait que ça va faire 13 ans en février. Puis en 13 ans, on est rendu où? C'est quoi l'état actuel de Vauban? Là, on a eu l'histoire jusqu'à la création. Ouais. En ce moment, on est rendu où? C'est quoi la taille? Qu'est-ce qu'on fait? On fait plein de choses. En ce moment, on est rendu 130, 135 peut-être. On a 80... Je dirais à peu près 90-95 personnes à Québec, quarantaine à Montréal. Nos bureaux, ça fait quoi, 1 an maintenant à Montréal qu'on a pris nos propres bureaux. On avait commencé dans WeWork, mais ça doit faire facilement, ça va faire 1 an qu'on est à Montréal. On a des projets, tu sais, on a 25 personnes dans ton équipe à peu près? La mienne, dans l'équipe DI, on est 20 en ce moment. En ce moment, c'est plus les architectes que tu ajoutes là-dedans, puis les autres développeurs qui viennent se greffer à ces projets-là. Fait que ça fait quand même un peu plus de monde là. Tu sais, on a notre équipe d'architectes doit être ça, 15-20 aussi. Nos designers sont 2. Après ça, on a toutes nos équipes de dev. Fait qu'on a quand même une belle masse là-dessus. C'est vraiment le fun. Donc, ça commence à prendre son air d'aller. Tu sais, quand tu grossis une business, c'est jamais linéaire. C'est souvent des bums puis plein d'apprentissage. Mais aujourd'hui, on est rendu 130. On a rentré la caisse de dépôt comme investisseur cet été. Au mois d'août. Ça a été une bonne période cet hiver, mais on a rentré à la caisse de dépôt au mois d'août. On a fait l'annonce au mois d'octobre. Ça va donner quoi à la caisse de dépôt? Parce que là, on dit ça de même, mais tu sais, quand tu as ça comme investisseur dans ta compagnie, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ben, en fait, tu te dis que c'est un investisseur. Là, fait qu'à la base, ça donne de l'argent. Ils vont investir. Mais le deal, pourquoi on l'a fait?
je pense qu'il y a une raison mutuelle des deux côtés. Là, du côté de la caisse, tu regardes la caisse de dépôt, c'est l'argent de tous les Québécois. Là, fait que tout le monde est devenu actionnaire de vous. Tous les Québécois qui payent de l'impôt ou qui ont du RRQ sont devenus actionnaires de Vouban par la banque. Eux autres, en portefeuille, ils ont plein d'entreprises. Puis, tu sais, la caisse de dépôt, c'est aussi Ivanhoe Cambridge. C'est plein d'entités. La caisse de dépôt infrastructure, le REM, ils ont beaucoup de choses. Ouais. Mais la caisse, le holding principal, ils ont plein d'entreprises en portefeuille, dans plein de domaines. Puis eux, dans leur entreprise, comme investisseurs, ben, il y a des risques. Si ton entreprise n'est pas automatisée, s'ils n'ont pas d'AI, on est rendu en 2023, c'est dangereux. Fait que pour eux, d'avoir une entreprise comme nous dans le portefeuille, ben, c'est intéressant parce qu'on peut venir sécuriser un peu ça, où ils peuvent nous présenter puis nous ouvrir les bonnes portes sur la palette, puis faire les bonnes portes sur la palette, puis dire à l'entreprise, hey, on voit un risque dans votre business, elle n'est pas assez automatisé. Je vais te référer quelqu'un dans notre portefeuille, puis va voir ce qu'ils ont. Puis ça c'est ça. Fait que là, il ne peut pas forcer personne à faire affaire ensemble, mais il ne peut pas forcer personne à faire affaire ensemble, mais en même temps, si la caisse de dépôt te présente un autre fournisseur qui ont vetté, qui ont fait de la VD dessus, puis ils te disent ils sont sharp, on les a pris, on a investi dedans, tu te dis, il y a une grosse partie de la job qui est faite, je pourrais travailler avec eux autres. Fait que pour eux autres, ça vient dérisquer leur portefeuille, puis pour nous autres, ben, ça nous donne accès justement à ce portefeuille-là, puis à plein d'introductions qui auraient été plus dures à faire, nécessairement. Comme tu disais, tantôt, on est rendu 130, 135. Dans le fond, on est parti, c'était vraiment, Vouban, c'est une boîte de développement. Puis là, l'AI est apparu. C'était même une boîte de consultants. Au départ. Au départ, quand on a commencé, là, Vouban, le jour 1, on s'est dit, on a incorporé en février 2011. Ouais. Puis jour 1, on s'est dit, OK, il faut faire le système de paye, il faut faire plein d'affaires. La compagnie est incorporée, mais il n'y avait rien qui se passait dedans. On était juste en train de dire, OK, notre système de paye, ça va être ça. Notre système comptable, ça va être. Fait qu'on mettait nos affaires en place tranquillement pas vite. Puis un jour, t'as David Saint-Jacques qui est arrivé, qui est notre employé numéro 1. Étrangement, c'est pas moi ni Martin, l'employé numéro 1, là, qui est arrivé et il dit, là, moi, je suis prêt à partir de chez Desmarais, je m'en vais là. Fait que si vous êtes prêt à me prendre, c'est là, sinon, je m'en vais ailleurs. Fait qu'on a fait, ben, OK, on n'est pas prêt, OK, on te prend. Fait qu'on a trouvé un mandat chez un client en consultation. On a fait les démarches, on l'a embarqué, il est arrivé. 30 jours après, Steve, il dit, moi aussi, j'étais curieux, je m'en vais là. Puis là, on a fait un peu 30 jours après, là, on a pas le cash pour le payer. Là. Le premier n'a pas payé. Puis on finançait ça avec nos poches à nous autres. Là, t'as un peu. Là, j'ai dit, Steve, si t'acceptes qu'on te paye pas pendant c'est le temps que le client reçoit la première facture, OK, on va te prendre. Puis là, Steve, c'est correct, payez-moi pas, vous me payerez quand ça va rentrer. Fait que là, ça a l'air de rien, là, mais ça vous a, ça nous a aidé. C'est juste lui qu'on a fait ça. Ouais. Puis ça nous a vraiment aidé. Puis après ça, là, on est allé voir la banque pour nous dire, donne-moi une marge. On était juste pas prêts, puis ils nous ont comme un peu forcé la main. Puis je pense que c'était correct. Là, on prenait trop notre temps, je pense. On voulait que tout soit parfait. Mais là, on l'a parti, puis c'était pas parfait. Puis première paye à mi-temps, puis des chèques. Puis tu sais, c'était pas parfait, mais ça a permis de partir. Fait que là, de là, après ça, on est parti en dans ce modèle-là jusqu'en 2014 peut-être, on devait être rendu 12, 13, 14 peut-être à ce moment-là. Puis là, on a signé un premier projet avec Groupe PPP. Je pense que c'est là que tu es arrivé comme stagiaire. Je suis arrivé là, exactement. Dans ce coin-là. Fait qu'on a signé avec Groupe PPP. Fait que là, on avait notre volonté de s'en aller, de pas rester en service. Le service en service conseil. Au début, ça nous a permis de nous bootstrapper puis d'avoir de l'argent pour payer nos affaires. Ouais, c'est ça. Puis 2014, on avait loué nos premiers bureaux. Nos premiers bureaux étaient loués ici, à côté du Bourgogne, de Bourgogne. C'était 900 pieds carrés, je pense que c'est ce qu'on avait loué là, au deuxième étage. Ah oui, c'est ça, c'était au deuxième étage. C'était un ancien bureau de médecin. Il y a eu le quatrième. Mais c'était un bureau de médecin. C'était orange, brun. Il y avait dans un garde-robe, t'avais un évier. Puis t'avais l'espèce de salle de l'aquarium. Ouais, c'est ça, l'aquarium. Là. Il devait être la salle d'attente, j'imagine, à l'époque. Puis on a fait des bureaux là-dedans, puis on a fait de la place. Puis à un moment donné, c'est allé vite. Fait qu'on a signé le groupe PPP, justement, comme projet de tout refaire ce qu'il y avait là-bas. Ils ont mis à pied leur département au complet, quasiment. Puis on dit, OK, go, vous nous refaites ça, puis on commence. Puis c'est de même qu'on a commencé à faire des projets d'envergure, puis des projets structurants. Puis c'était quand même baveux-ish. À l'époque, on était 14, on est allé voir Mario, qui d'ailleurs travaille ici aujourd'hui. Depuis lundi, là, on est allé voir Mario, qui était le CEO de cette boîte-là, puis on a dit, on a vu comment ça marche, on avait un consultant sur place, on a dit, si tu continues de même, tu vas te planter. Il est parti avec ça, il a fait ses recherches à l'interne, il est revenu, il a dit, vous avez raison, maintenant, c'est à vous autres à driver ça, plantez-vous pas. C'est fou à quel point j'avais pas réalisé. Moi, je suis rentré en 2016. Puis je suis rentré dans PPP. C'était un peu la fin de PPP à ce moment-là. Ouais. Mais j'avais clairement pas réalisé que finalement, c'était un des premiers projets d'envergure. C'est le premier projet d'envergure qu'on a fait, ouais. Fait que ça, c'était quand même très cool. Puis ça nous a permis. Puis c'était quand même
4-5 millions peut-être. Ça a quand même été un bon projet. Ouais. Puis même Mario, là, il nous avait fait confiance là-dessus, puis il nous fait confiance encore aujourd'hui, je pense. On a fait plusieurs projets avec lui, puis maintenant il est rendu ici, mais de donner sa boîte, de donner la responsabilité de faire toute l'informatique à une compagnie de 10, dont on avait, je vois, 30 ans. Ouais. Puis fantasme d'aller dire qu'il va se planter avec ça, puis il a dit go, partez avec le ballon. Puis on a relevé le défi, ça a bien marché, puis ils se sont fait acheter par Industriel Alliance. Mais ça a été notre premier gros succès. Fait que de là, on avait commencé notre virage à sortir du monde de la consultation pour faire des projets. Puis on a continué. Quand t'es arrivé, on a passé quoi? 2016, on a aménagé dans ces bureaux-là ici. Fait que tu vas arriver début de mai 2016, là? Ben moi, j'étais dans les autres bureaux. Fait que j'étais arrivé dans les bureaux. J'étais arrivé en mai 2016. Ouais. C'est ça. T'as été 5, 7, 8 mois dans les autres bureaux, peut-être. Ouais, c'est à peu près. Puis, fait que le quatrième, on l'avait déjà, parce qu'avec PPP, on avait eu besoin de prendre le quatrième aussi. Puis après ça, on avait loué les locaux ici. On les a eus en décembre 2016, janvier 2017, qu'on a déménagé, je pense. Ouais. Fait que là, on a commencé à faire d'autres projets, les Desjardins de ce monde, puis on a commencé à signer des projets plus importants, puis on a signé des projets comme QSL, Kruger, puis là, je pense qu'en 2016, 17, à un moment donné, on a juste tiré à la plug sur tout ce qui était consultation. Ouais, c'est ça, puis là, tout le monde est revenu. On a dit, on n'en fait plus, tout le monde est dans la consultation, finissez vos mandats, vous venez travailler en projet. Ouais. Fait que tout le monde est revenu travailler en projet, puis depuis ce temps-là, on fait plus de consultation, grosso modo. Ça nous aura permis de nous partir, fait que c'est de là que ça vient, puis qui a fait en sorte qu'on a fait plein de gros projets. Puis avec les années, on a maturé sur notre structure, on a plein de nouveaux rôles, plein de coordos, il y a plein d'opportunités de croissance, mais ça vient avec la croissance de la business. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je me cherchais une job, je finissais le cégep, puis je suis allé voir un de mes profs, j'ai dit, tu sais, tu commences à me connaître 3 ans ça fait 3 ans que je suis dans ta classe, ça, fait que tu sais un peu mon tempérament. J'ai dit, moi, je me cherche une compagnie qui va fitter avec moi. Puis il me dit, j'ai entendu, il y a Vouban, connaissez Vouban, je me souviens plus de comment. C'est qui ton prof? C'était, c'est bon. C'était au cégep Sainte-Foy. J'essaie de me rappeler, mais je pense qu'il connaissait Dave. Ok, peut-être. Mais bref, puis là, il dit, moi, je pense ça, tu fit chez Vouban. Tu vas fitter là. Puis effectivement, je suis rentré ici, puis j'ai tout de suite vu la vibe. Aujourd'hui, on l'appelle la vibe, mais t'arrivais là, on n'appelait pas ça la vibe. Là. Non, à l'époque, c'était juste le day-to-day. Puis c'est ça, c'était l'espèce de culture qu'il y avait là, qui émergeait. Chez Vouban. Mais moi, ce que je veux t'enligner, c'est t'as dû te faire influencer sur c'est quoi ta vision de comment qu'on veut que la business soit, puis pourquoi c'était hot quand je suis rentré là, puis moi c'était mes premiers jobs en informatique, j'ai fait ok, c'est vraiment cool comme place, mais comment tu fais pour d'où ça vient amener ça là. Puis elle a quand même évolué avec les années. Ouais. Tu sais, ce qu'on avait en 2015-16, on a encore les fondations de ça, mais on l'a fait évoluer grandement. Fait que, tu sais, à l'époque, je pense qu'on voulait être. Ça vient avec ce qu'on avait fait chez DMR. On avait été teinté avec le militaire, puis on travaillait dans un domaine hyper normé, hyper exigeant. Par contre, on avait vraiment du fun à faire ce qu'on faisait. Puis dans la vie, je pense que c'est important que tu aimes ta job, puis que tu aies du fun à faire ce que tu fais. Ouais. C'est plus important que le 5000$ de plus que tu vas aller chercher ailleurs, puis d'être bien, là, d'être sur ton X, puis de dire si j'aime ça, moi, le matin, j'aime ça aller travailler, j'aime ça. Tu rentres pas de reculons. Tu rentres pas de reculons, puis tu sais, on l'a tout eu des jobs dans notre vie que ça te tente pas, puis tu montes les marches, puis ça va être ça encore pour les 365 prochains jours. Ça me tente pas. Ouais. Fait que plus tu t'amuses, moins que tu as l'impression de travailler. Fait que ça venait un peu de cette expérience-là qu'on avait eue à Défense. Puis on s'est dit, on va essayer de recréer ça, c'est d'avoir du monde qui fit avec nous autres, avec qui on va avoir du fun, qui sont hyper compétents, mais qui se prennent pas au sérieux tout le temps. Ouais. Pour créer un peu une culture un peu laid-back, là. Puis même moi, le premier, je suis pas bien habillé cravate. Ouais. Ça part aussi de là. Je pensais à ça. Matin, je dis le plus formel. Là. Ouais, c'est ça, exact. Là, matin, j'étais comme, faut que je me mette une chemise propre. J'étais comme, non, j'ai pas besoin de me mettre une chemise propre. C'était avec le CEO de Vouban. Ouais, avec son hoodie et sa calotte. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, la valeur d'un humain n'est pas sur son habillement nécessairement. Puis je comprends qu'il y a des moments où vous t'en mettez, puis c'est correct. Là. Ouais. Mais je pense que dans la culture, ça transparaît. Tu sais, au quotidien, on a du monde qui sont vraiment sharp. Je me fous comment tu t'habilles. Je me fous de quoi t'as de l'air. T'es-tu le fun, puis tu contribues activement à ce qu'on fait? Mais on le voit tellement ici en plus. Tu sais, le code vestimentaire, tu sais, quand je suis rentré, le code vestimentaire, c'est clairement un hoodie puis une casquette. Là. Mais même à l'époque, je pense de même. Ben non, même pas. T'as Dave, il était là, veston, cravate, 3 pièces. Il était en consultation, c'est ça. Ça venait du monde de la consultation.
Mais, qui ont enlevé. ouais, là. Mais tu le vois encore aujourd'hui, t'as une grosse disparité de. En même temps, il n'y a personne en habit cravate non plus. Sauf moi, une fois de temps en temps, je vais en mettre une, mais même Hugues, je ne vois pas en habit cravate. Des fois, polo, mettons polo jeans, tu vas voir un peu plus. Mais sinon. C'est souvent que si quelqu'un est rendu en veston, c'est parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'important. C'est ça, exact. Il y a un événement. Puis des fois, c'est correct, là, tu sais, t'as quelque chose, t'as quelqu'un d'important à rencontrer, t'as un événement ou c'est un cocktail, c'est dress code avec ça, ben, ok, tu t'habilles comme ça. Mais on n'a jamais. Notre but, c'était d'avoir une culture qui était quand même performante, mais les bacs. Ouais. Puis ça, je pense que c'était l'embryon de la Vauban Vibe, là, qui était là. Puis moi, je reste à Rive-Sud. Fait que je fais beaucoup de char. Je fais peut-être pas de trafic, je fais 20-25 minutes de char tous les matins. Il y a des matins que ça prend plus de temps que ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je perdrai pas mon temps dans mon char. Fait que je me suis mis à écouter des audiobooks. J'en ai écouté plein. Puis c'est le fun parce que tu roules, tu fais d'autres choses. Tu perds pas ton temps. Puis j'en ai écouté plein qui à gauche, à droite, dans différents secteurs. Puis à un moment donné, on a quand même nos angles de pensée puis ce qu'on veut dans la vie. Puis où on veut que Vauban aille, puis on connaît les problèmes aussi. Il n'y a pas d'entreprise qui n'a pas de défis. Là. À un moment donné, t'engages bien du monde, ça crée des défis. OK, comment on va intégrer ça? Comment on gère l'imputabilité? Comment on responsabilise les gens, puis tout ça. Fait qu'on avait quand même... j'avais quand même beaucoup d'idées dans ma tête, parce que Vauban, au départ, on avait 10 valeurs. Sur par jour 1, là, on avait 10 valeurs sur le premier site web. Puis c'était énorme, là, mais il y en avait plein là-dedans que c'était responsabilité, imputabilité, qui touchait à ça. Puis avec les années, on les a simplifiés. Puis là, on en a 4 maintenant. Mais on a quand même eu une distillation, mais ça restait quand même latent. C'est dans le sens où ils sont pas partis, ces valeurs-là. Là. Les mêmes principes en arrière sont restés. Ça a juste été simplifié pour ça a été simplifié, on les a pas toutes, mais à un moment donné, c'est que tu dis dans la culture, moi dans ma tête, j'avais encore ça, puis il faut encore que la shop vire avec ça. Fait qu'en écoutant ces audiobooks-là, à un moment donné, t'en écoutes un, puis tu te dis, ça vient chercher exactement ce qu'on veut dans la culture, puis c'est ça, qu'est-ce qu'on veut placer. On va aller chercher ça. Telle autre affaire, des fois, tu dis, ça, c'est carrément ailleurs, puis tu dis, non, ça, j'aime pas, c'est vraiment pas là qu'on est. Puis à un moment donné, j'ai curaté une couple de livres, et je me suis dit, ça représente vraiment ce qu'on veut, puis comment on veut le placer, puis ça l'explique bien. Puis on a choisi, 4-5 livres bien précis qu'on est venu faire... faire lire à tous nos team leads maintenant, tout lire à nos rising leads. Puis, c'est ça, désolé toi aussi. Ouais, exactement. Moi, il y en a un livre là-dedans. Celui que j'ai préféré de tous les livres. Puis, tu sais, moi, quand je fais la même chose que toi, j'ai des audiobooks que je lis pas mal. Puis, si je lis un livre, puis qu'une fois que j'ai fini le livre, j'ai pas changé de comportement, ce livre-là servait à rien. Puis, il y en a un que j'utilise, que j'utilise beaucoup, j'utilise encore au day-to-day, c'est Extreme Ownership de Jocko Willings. Puis celui-là, moi, je le trouve vraiment, vraiment... En audiobook, il est magnifique. Là, en plus, en audiobook, c'est Jocko, c'est lui-même. Ça, mais sa voix est incroyable. Mais lui, c'est un Navy SEAL pour ceux qui le connaissent pas. Le gars, c'est un Navy SEAL, puis il est parti en mission, puis il a comme ramené un peu tous ses apprentissages en mission, puis... il y en a un qui dit, à un moment donné, il part, je me sais plus son où, mais... Au Kandahar, je pense, sont en Afghanistan. Quelque chose du genre, puis là, il y a un Américain qui en tue un autre. C'est un tir allié, là, puis finalement... son commandant, son supérieur vient dire, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui le responsable de ça? Puis là, au départ, il était comme, mais tel gars a fait telle affaire, tel autre, il a pas écouté, il y avait le brouillard, il y avait tel... Puis là, lui, il fait juste penser à lui-même, puis à un moment donné, il s'arrête, il fait comme, c'est moi qui dirigeais l'équipe. Fait que le responsable, c'est moi. Fait que dans le fond, tout j'ai pas bien instruit mon gars dans le brouillard, j'ai pas demandé la bonne communication, j'ai pas donné le bon ordre. Exact. Même si on savait pas l'info, il y a une personne qui était imputable, c'était lui. Ouais, exactement. Puis tu sais, moi, juste ça, moi, je le trouve hyper utile dans le fond, tu sais, en ce moment, c'est quelque chose que je ramène tout le temps, c'est... il y a plein de beaux concepts là-dedans, là. Tu sais, des fois, gérer, c'est pas juste gérer par en bas, c'est gérer par en haut aussi. Tu sais, leading up the chain of command. Des fois, tu te dis, pourquoi en haut, ils prennent une décision de même, mais tu sais, si t'as pas remonté l'info, ça se peut que que les autres sont pas au courant. Fait que, c'est autant ta job de remonter de l'info que d'en descendre. Puis il y a vraiment plein de use cases intéressants là-dedans dans ce qu'il va dire. Là. Clairement. Tu sais, tantôt, t'as parlé un peu, tu sais, les livres, tu nous en as distribué pour, c'est un peu, l'objectif, c'est de passer la culture, mais tu sais, comme on disait, tantôt, on est passé de 10 chez Vauban à 130. Comment qu'on fait pour garder cette culture-là? Puis, il y a les livres, mais il y a comme, mettons, le concept d'ownership, comment on fait pour l'emmener partout chez Vauban, puis que ça soit bien compris.
Ben, tu peux. La question est large dans le sens où. Parce que culture, c'est vraiment large. Ouais. Fait qu'il y a un fond de culture qui va avec une de nos valeurs qui est on prend soin de notre monde. Puis je pense que elle est là, puis on investit beaucoup dans nos activités, dans que le monde soit bien, puis qu'on a vraiment une belle connexion entre nos gens dans un premier temps. Après ça, c'est ça, c'est bien all fun and games, mais tu viens pas régler des problèmes opérationnels ou business avec des activités, d'aller prendre une bière ou aller faire du paintball. Ouais. Ça vient créer des connexions entre les gens. Après ça, c'est que tu dis, bon, tu peux pas forcer. Comment t'amènes les gens à être imputables? Comment t'amènes les gens à penser différemment ou à s'aligner avec où tu veux t'en aller? Ben, dans ces livres-là, c'est pour ça qu'on les a fait lire à tous nos team leads. On voulait avoir le descendre de façon progressive. Fait que tous les team leads aient le même thinking ou la même angle vers où on s'en va dans un premier temps. Mais en sus de ça, il y a un livre que j'avais lu qui s'appelait Principles de Ray Dalio. Qui est là justement Ouais, ben c'est ça de Vauban, mais l'original de Ray Dalio, c'est une compagnie une super grosse compagnie en finance aux États-Unis. Là. Puis lui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marchait pas dans sa business, il prenait le temps de s'arrêter, puis il disait pourquoi ça n'a pas marché. C'est quoi le principe qui fait que le underlying principle qui fait que ça marchait pas. Puis voici c'est comment qu'on va le régler. Puis il écrivait un principe. Puis à chaque fois qu'il y avait de quoi qui marchait pas, il écrivait un principe. Puis ça fait quand même un gros livre là, quand tu prends la version originale. Puis quand j'ai lu ce livre-là, c'est pas simple à lire tout le temps ou c'est pas le fun c'est pas un roman que tu vas lire, là, mais c'est hyper. Le gars, il est vraiment driven puis hyper business. Puis lui, c'est une machine. La business, c'est une machine. Voici comment tu tunes ta machine. Voici comment ça marche. Puis il n'y a pas tard, souvent on dit les valeurs, c'est une chose. Fait que oui, les valeurs, ça te donne comme un overarching strategy de où tu t'en vas. Mais dans le quotidien, des fois, là, c'est quoi tu vas prendre cette décision-là dans ce contexte-là ou dans telle affaire ou dans telle affaire. Fait que, en le lisant, je me suis pris plein de notes, j'ai souligné, j'ai pris plein d'affaires, je me suis dit, OK, ça, je le garde, ça, je le garde. Puis même dans son livre, là, il disait, je vous invite à partir de mon livre, puis créer votre livre de Principles. Puis je trouvais que c'est une bonne idée. Fait que j'ai pris tous ceux que moi, je trouvais qui s'appliquaient à Vauban ou aux problèmes que nous, on vivait puis qui étaient pertinents chez nous. Puis que la solution allait dans le sens que je voulais, bien entendu. Fait que j'ai pris ça, on les a tous extraits, on les a résumés, on les a traduits, on les a mis en shortcut, puis on a créé justement notre livre Vauban Principles. Qui permet à tout le monde, quand tu lis ça, ça te donne un bon frame mental. Dire, quand je suis chez Vauban, voici à peu près comment on devrait penser, puis c'est quoi qu'on s'attend, grosso modo. Je niaisais un peu tantôt avec Lisa. Là. Lisa, c'est elle qui nous aide à organiser les podcasts, la cédule, tout ça, puis elle est toujours là quand on fait un podcast, mais on parlait du livre, puis je disais, c'est quoi dans le livre l'élément le principe que tu as le plus apprécié, puis elle parlait du 20-80. Je me sais plus c'est quel principe, là, mais tu mets 80%, tu vas mettre 20% de l'effort pour 80% du résultat. Ouais. Exact. Fait que de pas avoir le nez tout le temps dans les détails, puis c'est d'avoir l'essentiel pour être capable d'avancer. Ça dépend de ce que tu fais aussi. Exact. Mais il y a bien des fois où tu as juste besoin de donner un gros coup de 20%, puis ta job va avancer énormément. Ouais, exact. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu la fasses au complet, mais c'est ça. Ça dépend de ce que tu as avancé. J'ai recommencé à le lire hier. Quand tu l'avais donné, je l'avais lu un bout. Puis hier, je repassais puis je voulais essayer de souligner des c'est lui qui est souligné, ça, je voyais. Ouais, c'est ça, c'est le mien. Je commençais je repassais du début. Mais il y en a un que je trouvais important aussi, c'était apprendre de ses erreurs. Tu l'as dit tantôt. Je pense que c'est une des phrases que j'ai entendues le plus souvent chez Vauban, c'est lessons learned. Ouais, ben, c'est correct que tu fasses une erreur une fois. Quand tu as fait 4 fois, par exemple, il y a un problème. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, la première fois, tu peux pas le savoir, c'est correct. Regarde, t'as un apprentissage à avoir là-dedans. Puis le principle se veut aussi une partie de. Il y a plein d'erreurs, plein d'affaires là-dedans que c'est des erreurs que du monde ont faites. Ouais. Apprendre des erreurs des autres. Apprendre des erreurs des autres, c'est encore mieux. Là, tu sais, on te l'a résumé, on te le dit. Là, quand ça arrive, là, fais pas ça. Ouais. Fait que c'est un peu pour ça. Mais oui, et d'un point de vue individuel puis collectif, là, ça vient. Il y a un autre livre que j'ai trouvé super, c'était Radical Candor. Ouais, puis Kim Scott. Ouais. Puis ça, je pense, c'est quelque chose qui peut être vraiment. Je pense que naturellement, je vais commencer par la fin. En rouge, en rouge. Radical Candor, dans le fond, comment passer un message? Tu veux donner un feedback. Il y a plusieurs façons de passer le feedback. Tu peux soit être bienveillant et direct. Puis fait que là, t'es comme tu dis, de façon bienveillante, c'est quoi le problème? Tu vas le résoudre, ça c'est la façon idéale. T'as dit à personne. T'as, quand il l'appelle, manipulation compassionnée. Fait que t'es bienveillant, mais tu y dis pas parce que t'as peur de blesser la personne. Fait que là, la personne, elle sait pas que ça va mal. Puis, mais toi, tu y dis pas parce que tu l'aimes. Fait que c'est ça.
T'as l'agressivité destructive qui est comme je suis pas bienveillant. Je suis pas bienveillant. Je suis pas je suis pas bien intentionné. Puis je te le dis quand même. Fait que je vais te dire, c'était de la crise de merde ce que t'as fait là. Fait que là, ça monte. Ça compte. C'est ça. Mais au moins, celui-là, il a reçu le message quand même, mais c'était pas super. Ouais. C'était pas super. Puis t'as le dernier, c'est que tu t'en fous complètement. Fait que l'indifférence. Moi, je l'explique de façon différente. Je l'explique comme un cadran. Là. Ouais. Puis je me dis, tu sais, mettons XY. Fait que sur l'axe des X, c'est à quel point tu vas dire ce que tu as à dire. Puis sur l'axe des Y, c'est à quel point tu cares à propos de la personne. Ouais. Fait que plus que tu es à droite, mettons, si t'es en bas à droite, ben là, tu vas tout lui dire exactement ce que tu as dit. Tu vas lui dire, ça devient une agression. En bas, tu lui dis pas, puis tu t'en fous, ça devient une indifférence. Ouais. En haut, moi, j'appelle ça le cadran papa poule ou maman poule. Là. C'est tu vas le materner, tu vas être tellement bienveillant que tu lui diras pas qu'elle fait de mal, puis tu vas l'encadrer, puis tu vas la protéger au point où elle saura pas qu'est-ce qu'elle doit corriger. Puis c'est le cadran carrément en haut qui tu veux être, dans le sens où je te le dis, nos processus d'entrevue ici sont quand même longs. Ouais. Mais quand on choisit quelqu'un, c'est parce que on a pris le temps de choisir la personne. C'est tant l'humain que le technique. Là, c'est pas juste ace ton test technique, tu rentreras pas chez Vouban. Ouais. Ace ton test personnalité de personnalité, tu rentreras pas chez Vouban. Faut que tu aces les deux. Ouais. Puis oui, des fois, on va se tromper pour en échapper, mais la majorité du temps, on prend beaucoup de temps justement pour pas échapper de balles de ce côté-là. Ce qui fait que quand on rentre, ben, après, on veut pas les perdre, ces gens-là, fait qu'on préfère ajuster, tweaker. Puis c'est normal, le monde arrive de d'autres jobs de 10 ans, d'avoir un autre gestionnaire, une autre façon de gérer. Puis c'est peut-être pas la façon que nous, on aime, ou c'est peut-être pas la façon dont on programme, ou c'est peut-être pas la façon. Ouais. Puis si on y dit pas, ben il va juste continuer ses mauvais plis, puis on va devenir en crise, puis ça va créer un fossé. Excusez le mot, le sac, là, mais... On va en avoir deux à censurer. Sinon, de l'autre bord, ben on préfère y dire, corrige-toi, aligne-toi, puis on va être bien plus alignés ensemble. Ouais. Puis ça fait partie des lectures, parce que ça fait aussi partie des valeurs d'entreprise. Une de nos valeurs, c'est on se dit les vraies affaires. Exact. Puis ça vient exactement de ce concept-là de Radical Candor. Ici, tu sais, chez Vouban, tout va se dire. On va tout te dire, il n'y aura pas de politicolerie, il n'y a pas de bullshit. On va bien le faire, on va le faire de manière polie, on t'agressera pas. Mais sache que... Puis à l'inverse, on demande la même chose. Si nous, on fait de la merde, si ton team lead, il y a des affaires qui marchent pas, si moi, il y a des affaires qui marchent pas, je pense qu'on est énormément ouvert à tout ce feedback-là. Puis quand on le reçoit, on le corrige, on travaille dessus. Puis c'est même dans les planifs stratégiques. À chaque année, on envoie un questionnaire, je sais pas comment de questions aux employés pour vraiment nous rentrer dedans puis ouvrir le flanc. Ah oui, puis dites-nous tout ce que vous avez ici qui marche pas. Puis des fois on lit, on dit OK, c'est pas grand-chose, mais on va essayer de le travailler pareil. Ouais. Puis mais c'est comme ça que tu vas devenir meilleur. C'est pas en te mettant la tête dans le sable, c'est en acknowledgeant ton problème, comme les alcooliques anonymes là. Ouais, exact. La journée que tu sais que t'es alcoolique, t'as déjà un pas de fait dans la bonne direction. Fait que, en l'acknowledgeant, ben au moins tu peux travailler dessus. Ouais. Puis si on se dit toutes les vraies affaires, puis je pense qu'on a réussi, on est vraiment hyper bon là-dedans. On a réussi à se dire les vraies affaires, puis c'est rendu, tu parlais de culture, ça fait maintenant partie de la culture. Tu sais, prendre soin de notre monde, c'est un given, il était là depuis toujours. On se dit les vraies affaires, il est aussi rendu dans la culture autant que l'autre affaire, que prendre soin de notre monde. Puis tu sais, les autres, c'est avoir le couteau entre les dents, de livrer nos projets, puis le grit qu'on fait, puis on prend des projets ambitieux, puis on les réalise, puis c'est des grands projets de transformation. Fait que je pense que toutes nos valeurs sont vraiment intégrées dans la culture maintenant, avec tout ce qu'on a fait. Là. Il reste encore des tweakings à faire, mais je pense que sont pas mal tout intégrés maintenant. Non, vraiment. Puis dans le fond, ça là, on a parlé un peu de la culture, puis je veux pas rentrer trop dans l'aspect technique ou les types de projets, mais à moins que vous viviez dans une boîte, vous avez remarqué que l'AI est un peu intense, c'est ainsi, là, dans le sens de tous les modèles de langage qui sont sortis. Cette semaine, tu as eu toute l'espèce d'épopée avec Sam Altman, puis soi-disant qui était proche de créer les GI, là, un breakthrough important. Fait que là, le futur nous dira qu'est-ce qu'il y avait dans ce breakthrough-là. Ça reste qu'on est vraiment proche d'arriver à quelque chose qui atteint les capacités humaines en termes d'intelligence artificielle. Puis, on a vu ChatGPT est sorti. 3 jours après, je l'utilisais dans ma job. Puis, je me demandais comment j'avais fait pour vivre sans. Puis là, tu as eu... Janvier, mettons. Janvier l'année passée. Puis là, ça n'arrête pas. Tu as eu toutes les modèles sortant après l'autre. C'est ça, les modèles sortant après l'autre. Le GPT-4 qui est sorti, les copilots, les modèles de vision. Puis là, tu te rends compte que, tranquillement, pas vite, ça influence ma job, ça influence celle des développeurs. Puis à un moment donné, tu dis, OK, là, ça va vite. Puis là, à un moment donné, c'est comme ça le fait pas mal à ma place. Fait que là, je me demande, c'est quoi ta vision? Quand tu vois
l'influence de... On De vend les l'AI, AI, mais ouais. les AI nous influencent aussi. Ben, je pense qu'il y a Ouais. beaucoup... OpenAI a fait quand même une méchante job, là, on va se le dire. Là. Ouais. Ça vient avec un coût. Là. Je pense qu'ils n'ont pas encore monétisé tout leur offering. Là, ils mangent encore de l'argent. Ça coûte quand même cher à rouler ces modèles-là. Là. La journée, ils vont charger Ben, tout le monde c'est pour ça que même plus que le 20$. Ouais, c'est ça. Il va y avoir des coûts, puis même pour les entreprises, c'est hyper performant. Là, hier, j'animais une planification stratégique avec une belle entreprise de la région de Québec, justement pour parler des AI. Puis tu sais, à un moment donné, là, mais là, nous autres, notre support technique, là, les user guides, le monde appelle, comment on fait pour faire ça? C'est compliqué. Fait que là, je me suis assis, j'ai dit un peu, j'ai pris la TV, je me suis mis dessus. J'ai ouvert les AutoGPT, j'en ai configuré un, j'ai pris, donnez-moi vos manuels, je les ai pris, je les ai mis dedans, puis j'ai dit, posez-moi des questions. Puis là, je les ai tapés, puis j'ai donné une heure. Puis j'avais toutes les réponses. Oh shit. Ouais. Fait que j'ai dit, ça, c'est là. Par contre, ça prend des tokens, tu sais, le pricing. Là. Fait que, si on 100 000 utilisateurs qui font ça puis qui appellent ça pour avoir posé des questions, leur facture va venir aussi de l'autre bord avec. Ouais. Fait, il y a ça qui va être à regarder, mais d'un point de vue AI, on va faire beaucoup plus. Puis je pense que c'est Bill Gates qui disait ça aujourd'hui. Là. La semaine de travail de 3 jours va être à notre portée de main avec les AI, justement. Là. Ouais, mais est-ce que tu y crois, ça? Est-ce que tu penses vraiment qu'on va s'aligner sur une semaine de 3 jours où on devient plus productif puis on fait juste plus? Ben c'est ça vient avec des choix au final, là, des choix de société. Là, mais ça va créer plusieurs enjeux. Là. Ça va créer des enjeux de société parce que tu vas avoir du monde qui vont être hyper fonctionnels avec l'IA. Puis il y en a d'autres qui ne le seront pas, puis ils vont être carrément dépassés. Ouais. Puis là, ce monde-là, ils vont être même remplacés. Puis là, ça va créer des grosses inéquités là-dedans. Il y a des gens où, comme nous autres, on va devoir aider à ce déploiement-là, puis aider à cet encadrement-là au déploiement. On va peut-être être moins, on sera peut-être pas 8 millions, mais on va en faire plus parce qu'on va être plus rapide dans chacune des affaires qu'on fait. Il reste encore d'autres types de modèles, tu sais, mettons en recherche opérationnelle ou autre. Il y a des cas où ça réglera pas partout. Là. Je pense qu'il y a encore de la job. Tu sais, puis même en dev, là, tu sais, ça scaffold les affaires de base, mais après ça, tous tes process et autres. On va aller chercher le maximum d'intelligence humaine, puis ce qui était répétitif, on va l'enlever. Ouais. Dans les années 80, 90, les robots, là, les workers dans les usines, ils en ont perdu des jobs là, dans les usines d'auto. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est tout le concept des révolutions. Il y en a encore quand même. C'est ça, mais il y en a encore, mais ça va être notre prochaine... On va assister, nous autres, à une révolution industrielle aussi grande que celle-là qu'il y a eu dans les années 1900. Ouais. On l'a pas vécu aussi fort, je pense. T'sais, on a vu l'iPhone, on a vu plein d'affaires, là, mais je pense pas qu'on a vu une aussi forte que celle-là qu'on va frapper dans les 5-10 prochaines années. Ouais, c'est... En termes de... Là, justement, en partant là-dessus, avec ça en tête, il va y avoir une révolution. C'est dur de prévoir un peu comment ça va se passer, puis qu'est-ce qui va arriver. Puis, tu sais, on peut avoir une idée, mais mettons, je reviens pour Vouban, c'est quoi ta vision, mettons, dans 5 ans ou dans 10 ans de l'entreprise? Est-ce que tu vois ça grossir? Aller dans différents morceaux, différents marchés. Ben, on a un rôle, puis c'est un peu notre mission. Là. Notre mission, c'est d'avoir le plus d'impact possible chez nos clients. Puis tu sais, nos clients, il y en a plein d'usines, puis de peu importe, là, des compagnies de construction, des compagnies de logistique ou autres. Tu sais, tu peux pas prendre ChatGPT et dire « Run my business » demain matin. Là. Ouais. Puis tu fais enter, puis t'attends, t'espères que ça rentre, puis que les factures vont se payer, puis que ça va prendre du monde qui vont être knowledgeable, puis qui vont être capables de travailler avec ça, puis d'aller faire les bons morceaux au bon moment, puis savoir utiliser quel techno à quel moment. Ouais. Puis je pense que c'est là que nous autres, on se place bien. On est très appliqués depuis le début. Là. En AI, là, on s'est jamais mis en recherche fondamentale. Il y a énormément de recherches qui se font dans ce field-là. Tu sais, OpenAI, ça en est un, mais je veux dire, Facebook en fait plein, Google en fait plein, Microsoft, tu sais, tous les gros joueurs en font sur la recherche fondamentale. Fait que, ce qu'on ferait, ça serait des universités aussi, mais ce qu'on ferait, ça serait une goutte d'eau, fait que ça sert à rien. Ouais. Fait qu'il faut être un véhicule pour amener ces changements-là de ce qui s'en vient le plus vite possible. Puis il y a 2 enjeux. C'est régler notre pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Au Canada, en 2030, il va manquer 1,4 million de travailleurs. Fait que déjà là, juste d'automatiser, si on sauve 1,4 million de jobs, on va être plus productif, donc on devrait générer autant d'argent d'impôts donc on devrait pas baisser notre qualité de vie. Ouais. Mais de l'autre bord, c'est à l'inverse, si on n'atteint pas ça, mais là, on va manquer de monde, nos entreprises vont devenir moins performantes. On a un rôle hyper actif dans les 10 prochaines années à jouer pour. Puis ça devient une guerre, c'est plate à dire, ça devient une guerre mondiale aussi. Tu sais, as des pays comme la Chine qui investissent beaucoup en AI aussi, qui poussent énormément, qui ont moins de réglementation que nous autres avec les années,
Fait que, à un moment donné, nous autres, on va en mettre parce que ça va créer des enjeux de société, là. Ouais. Puis plus qu'on va en mettre puis que d'autres pays en mettent pas, ça va devenir des accélérateurs. Ça dépend comment tu le vois, là. Ça va devenir un accélérateur ou un doomsday, là. Fait qu'il y en a qui pensent que où les AI s'en vont, ça devient soit Terminator et la mort, ou ça devient des accélérateurs incroyables. Puis la vérité, si tu es entre les deux, c'est que si tu laisses aller quelqu'un tout seul trop vite sans réglementation, il va aller tellement plus vite que toi que ça va devenir destructeur. Ouais. Puis toi, de ton bord, si par bonne conscience, tu te freines, tu iras pas assez vite, puis là, tu vas te faire mal. Ouais. Puis si tu vas trop vite, ben, t'as le danger que ça devienne hyper dangereux parce que là, t'as plus de monde qui travaille, il n'y a plus de revenus. Là, notre société, depuis 2000 ans, est bâtie sur une notion de travail. Tu sais, depuis que le monde est monde, va faire mon champ, je vais te donner une pièce d'or, va faire ci, je vais être au bar, je vais t'offrir une bière, tout est basé sur le troc puis le commerce. Puis là, on va changer les fondamentaux de l'économie. Si on est 100% automatisé. Et on ne sera pas encore demain matin, mais les 20-25 prochaines années, tu sais, moi j'ai 2 filles, là. Ouais. Puis 10 puis 12. Toi aussi, des petits gars. 3 puis 1 an. Fait que ils vont le vivre. Mettons, tu te projettes dans 30 ans. Ouais. Avant la pandémie, là, les AI, là, tu le sais, là, on a commencé 2018, 17, 18, on était tout seul avec notre bâton de pèlerin, personne ne nous croyait, c'était long, c'était compliqué. 19, ok, c'est pas pire, ça commence. 2020, la pandémie, là, le monde, ok, après le petit break du début, là, après ça s'est mis, oh shit, faut que je m'automatise, on n'a plus de monde, c'est le bordel. Ouais. Là, les AI, c'est la fin du monde, puis là, on est encore dans cette course effrénée-là. Mais ça fait 3 ans. Ouais. Tu sais, l'informatique, là, mettons comme on la connaît, là, les personal computers, c'est depuis 95. Ouais. Fait que ça fait 25 ans, presque 30 ans cette année. Mais imagine, après 30 ans d'AI. Tu sais, le personal computer, on est passé d'un ordi, je mets une disquette, ça fait en 90 à aujourd'hui, à j'ai des iPhones, j'ai un téléphone, j'ai une tablette, j'ai tout ça dans mes poches, mon char est rendu intelligent, à les AI qui a 3 ans de maturité, à peu près. Puis qu'on a des modèles qui sont capables de répondre à des affaires incroyables. Ouais, puis que ça évolue à une vitesse de fou, là. Fait que c'est pour ça que moi, je sais même pas vers où. Mais tu sais, la société a une capacité d'absorber le changement. Ouais. Puis demain matin, tu peux pas juste prendre ce changement-là puis le mettre dans ta business. Il faut qu'il y ait des facilitateurs. Ouais, il faut que tu aies des gens qui soient capables de traduire ton besoin. Fait que c'est là qu'on vient se positionner. Exact. Étant donné que je fais un podcast avec les CEO de Vouban, je peux te garantir que tous ceux qui veulent travailler chez Vouban vont venir l'écouter. Ça serait... Fait que... Ils sont pas obligés, mais... Ben oui, rendu là... C'est pas plus cher. Ouais, c'est ça. Il y a des chances. Ce serait quoi, mettons, en entrevue? Tu sais, tantôt, tu parlais du process d'entrevue. Ouais. Ce serait quoi, si tu avais donné un conseil à quelqu'un qui veut rentrer chez Vouban puis qui passe le set d'entrevue, ce serait quoi? C'est une bonne question. Parce qu'habituellement, j'ai des drôles de questions en entrevue. Ouais, tes questions, c'est qu'il faut être créatif un peu. Là. Ouais, ben c'est ça. En fait, ça me permet d'avoir un peu une lunette sur la personnalité de la personne à travers ces questions-là. Même si on a l'air champ à gauche, là, ils me permettent quand même de Tu peux peut-être en poser une, comme ça donnerait peut-être un peu le... Ouais, laquelle je peux poser. Ça fait longtemps, la star, c'est Émilie qui est fait pas mal, mais mettons... J'en ai 2 ou 3. Mettons, si je te téléporte 400 ans dans le passé, t'arrives là, pas de linge d'aujourd'hui, juste du linge d'époque quand t'arrives. Puis la seule façon que tu reviennes dans le moment présent, c'est de convaincre les gens du passé que tu viens du futur. Comment tu t'y prends? Fait que là, on va aller chercher plein d'informations là-dedans qui vont nous permettre de voir un peu quel genre de personne ça va être. Puis une fois que cette personne-là a trouvé une réponse géniale à passer le process. C'est quand même... Mais c'est ça. Ouais. C'est pas tout le monde qui trouve des réponses géniales, mais... Ah mais il y en a des drôles, je l'ai déjà vu, là, j'ai assisté avec toi un peu dans l'entrevue, là, puis il y en a qui c'est bon, ils sortent de quoi de crête, c'est aux affaires puis sont super à l'aise. Il y en a une fois dans la j'ai jamais entendu ça, c'est la première fois que j'entends. Ouais. Puis il y en a d'autres qui sont gelés comme un chevreuil d'autoroute. Ouais, c'est ça. Ça veut pas dire que c'est mauvais, dans le fond, c'est que tu t'en apprends plus sur la personne rendue là. Mettons ouais, mais tu vois aussi, moi c'est pas tant la réponse que la réponse, dans le sens où t'es-tu capable de sortir d'une situation. Ouais. Quand t'es pris, tu fais quoi? T'es-tu gelé ou tu vas être débrouillard, tu vas aller trouver une solution, tu vas poser des questions. Toute ta réaction à ça va m'en dire beaucoup sur ton style de personne, ton style de développeur, ton style de personnalité. Ouais. Fait que quelqu'un qui fait le processus d'entrevue chez nous, d'avoir du fun à le faire, il prend pas 1 heure.
sais, on a des premiers calls avec justement là, l'équipe de recrutement. Après ça, tu as un test technique chez vous. Dépendamment de ton note, tu as ton test technique. On va te faire rencontrer un top geek, le François ou Carole, qui vont te poser des questions par rapport à ça. Puis après, tu as un executive review aussi qu'on va regarder comment un peu des questions que je parlais, là, mais aller voir plus commenter. Fait que aie du fun, tu sais, arrive préparé. Ça sera pas un walk in the park. Là. On n'est pas genre prends un ticket, on va t'engager. Là. Fais la file, on va t'engager. Là. On cherche du monde qui vont fitter avec notre personnalité. Fait que sois toi-même. Parce que si tu te fakes en entrevue, on fait notre non, mais tu vas voir que quand t'arrives chez vous, une personne fake, fait que tu vas trouver ta vie longue à faker, puis tu seras pas là dans 6 mois. Là. Fait que t'es mieux d'être toi-même, puis si ton toi-même ne fit pas avec vous, ben, tant mieux, il fit pas. Tu seras pas bien ici, fait que viens pas. Alors qu'à l'inverse, essaye pas de te mettre veston, cravate, d'avoir l'air de quelqu'un d'autre, soit qui tu es, puis si ça nous plaît, ben, on va te prendre de même. Puis on a plein de monde, là, tu vas aller voir les vidéos sur notre site web, là, on a plein de monde. Là. Ben, toi avec ton code de poêle, David avec mais tu sais, les gens peuvent être qui ils sont, tant que tu performes, puis après ça, si nous autres on trouve qu'il y a un bon fit avec notre gang, notre vibe, ben on va te prendre, puis tu vas être in, puis tu vas être encore plus sur ton X parce que tu n'auras pas d'affaire à être quelqu'un d'autre, tu vas être toi-même. Je continue là-dessus. Dans le fond, mettons, t'as été engagé, on t'a pris, tu rentres chez Vouban. Ta première année, qu'est-ce que tu fais pour shiner? Ça dépend dans quel rôle, là, mais qu'est-ce que tu fais pour shiner dans ta première année? Tu dis, ben, je dirais avec les valeurs, là, mais tu te gênes pas pour dire ce que tu vois. Tu sais, quelqu'un qui va avoir des affaires qui marchent pas, c'est le meilleur témoin la première année. Là. Puis ça se peut que c'est parce que il y a un bout d'info que t'as pas, puis au pire, ça va te permettre de découvrir ce bout d'information-là que t'avais pas, puis on va te la donner, puis ça va te le partager. Hésite pas à lever la main. Tu sais, on arrive des fois dans des gros projets, des fois ça peut être compliqué. Entête-toi pas à essayer de tout trouver tout seul. Tu sais, le syndrome de Superman. Là. Je préfère quelqu'un qui lève la main rapidement, puis qui apprend, puis qui va grandir, à quelqu'un qui va s'entêter, qui va perdre 4 jours sur une story alors qu'on pensait que ça allait en prendre 2. Puis il arrive à la fin de 4 jours, puis c'est pas encore fait, puis il a pas posé de questions, puis il est empêtré. Mettez votre ego de côté, là. On est là pour grandir tout le monde ensemble. On veut que tout le monde devienne meilleur, vous autres, puis l'équipe, puis le projet, puis la compagnie en soi. Fait que plus que tu t'entêtes à vouloir te protéger ça, moins que ça va bien aller. Ça va être créé un cercle vicieux. Lève la main, je sais pas, il y a plein de monde brillant autour de toi. Ils vont aller s'asseoir avec toi, ils vont prendre le temps. Ça va te prendre 20 minutes, tu vas avoir ta réponse. Puis à un moment donné, si t'es tout le temps en train de poser des questions, ben au pire, ça va te lever un flag de dire ouais, ça va-tu trop vite pour moi ici? Puis peut-être que la réponse est oui, puis peut-être que t'es pas à l'aise là-dedans, puis peut-être que ça va donner ta réponse de dire ben faut short, là, puis la culture va t'avoir sorti, mais au moins tu vas être bien, puis tu vas être bien avec ta décision, puis nous autres aussi. Ouais. Excellent. Je te dirais, c'est le résumé. Je pense que ça clôt pas mal le podcast. Merci, Kevin. Merci, Hugo, c'était le fun. Vraiment, là, je pense que ça va donner une bonne idée. C'est un bon moment d'histoire, Vouban. Ouais, peut-être même à l'interne, il y a plusieurs qui vont l'écouter. Ben, je pense que oui, c'est très cool. Hey, merci. All right, merci. Salut, bye tout le monde. Bye.